Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne pouvez pas poser cette manette même lorsque vous savez que vous devriez le faire? Cette sensation, juste une partie de plus, juste un niveau de plus. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est plus qu'un simple divertissement. Il y a une psychologie puissante à l'œuvre, une architecture invisible conçue pour capter et retenir notre attention. Aujourd'hui, nous n'allons pas juger les jeux vidéo, mais les décortiquer. Nous allons explorer les mécanismes cachés qui rendent ces mondes si incroyablement immersifs, et pour certains, si difficiles à quitter. Bienvenue dans l'envers du décor, là où le jeu passe du statut de loisir à celui de compulsion. Au cœur de l'attrait des jeux se trouve une molécule que vous connaissez tous, la dopamine. Mais son rôle est souvent mal entendu. Contrairement à une idée reçue, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir en soi, c'est l'hormone de la motivation, du désir qui nous pousse à agir. Comme le souligne la neurobiologiste Anne-Noël Samara, la dopamine ne déclenche pas le plaisir, mais signale qu'une chose vaut la peine d'être poursuivie. Elle ne dit pas « c'est bon », elle dit « ça vaut la peine de continuer ». Les jeux vidéo sont des maîtres dans l'art de stimuler ce que les neuroscientifiques appellent le circuit de la récompense. Chaque action, chaque interaction est conçue pour suivre une boucle simple mais redoutable. Objectif, effort, récompense. Tuez un monstre, vous gagnez des points d'expérience. Résolvez une énigme, une porte s'ouvre avec un son gratifiant. Montez de niveau, vous débloquez une nouvelle compétence. Ces récompenses constantes et immédiates créent des pics de dopamine qui nous conditionnent à revenir, encore et encore. Chaque petite victoire, chaque bruitage satisfaisant, chaque barre de progression qui se remplit est qu'une microdose de validation neurochimique. Comparé à la vie réelle, où les récompenses sont souvent différées et incertaines, étudier pendant des mois pour un examen, travailler des années pour une promotion, le jeu vidéo offre une certitude gratifiante, comme un buffet sensoriel de récompenses rapides avec très peu de friction ou de boucles de rétroaction négatives comme l'effort physique ou l'ennui. Le cerveau, logiquement, développe une préférence pour la source de gratification la plus rapide et la plus fiable. Cette exposition constante à des boucles de récompenses à haute fréquence ne rend pas seulement les jeux attrayants, elle peut activement reconfigurer les attentes du cerveau concernant les récompenses dans d'autres domaines de la vie. La stimulation excessive court-circuite le circuit naturel de la récompense, ce qui peut entraîner une perte de motivation pour les tâches non immédiates. Les activités qui exigent de la patience et une gratification différée, comme la lecture ou l'apprentissage d'une compétence, deviennent plus difficiles à entreprendre. Le cerveau, habitué à la gratification instantanée du jeu, peine à s'investir dans des objectifs à long terme. Ce n'est donc pas seulement que les jeux sont plus gratifiants, mais qu'ils peuvent rendre la vie réelle moins gratifiante par comparaison. C'est une boucle de rétroaction. Le joueur retourne au jeu, renforçant davantage la préférence du cerveau pour les récompenses instantanées et rendant le monde réel encore plus fade. C'est un mécanisme crucial dans la transition du passe-temps à la compulsion. L'attrait des jeux vidéo va bien au-delà de la simple récompense chimique. Ils nous offrent un espace unique, un lieu pour être quelqu'un d'autre. Grâce à la création d'avatars, nous ne faisons pas que jouer. Nous projetons une version de nous-mêmes, souvent une version idéalisée, plus fort, plus charismatique, plus courageux. C'est une forme d'expérimentation identitaire sans les risques et les jugements du monde réel. Choisir l'apparence, les compétences et même le genre de son personnage permet d'explorer différentes facettes de sa personnalité dans un univers contrôlé. Pour beaucoup, ces mondes virtuels deviennent un refuge. Un endroit où les échecs scolaires, les difficultés professionnelles ou l'anxiété sociale s'estompent. Dans le jeu, le contrôle est total, la progression est tangible et la réussite est possible. Ce sentiment de compétence et de maîtrise peut devenir une béquille psychologique puissante, surtout lorsque ces sentiments manquent dans la vie quotidienne. L'avatar n'est plus un simple épion, il devient une extension de soi, un partenaire dans une quête de validation et d'accomplissement. Le jeu devient un lieu où l'on peut combattre l'anxiété, la colère et la frustration et exprimer des émotions qui sont reprimées dans le contexte social habituel. Cette création d'un « soi idéal » n'est pas seulement une forme d'évasion, elle peut fonctionner comme une sorte de répétition psychologique. Les joueurs peuvent expérimenter des comportements sociaux, comme le leadership ou l'affirmation de soi, à travers leur avatar, des comportements qu'ils seraient peut-être trop anxieux pour tenter dans la vie réelle. Cela peut avoir un effet thérapeutique.
Cependant, cela crée également un risque. Si l'écart entre le soi virtuel idéal et le soi réel devient trop grand, cela peut entraîner une baisse de l'estime de soi et une retraite plus profonde dans le monde virtuel où réside le soi idéal. Une étude a montré que les adolescents présentant une addiction aux jeux vidéo avaient une activation neuronale plus forte liée au concept de soi de leur avatar qu'au leur. L'avatar devient alors une arme à double tranchant. Il offre un espace sûr pour l'expérimentation identitaire, mais il peut aussi devenir un substitut au développement de l'identité dans le monde réel. La satisfaction tirée du soi virtuel peut décourager le travail difficile nécessaire pour améliorer le soi réel, créant une dépendance psychologique à l'avatar pour les sentiments de valeur personnelle. Loin du cliché du joueur isolé dans sa cave, le jeu vidéo moderne est une pratique profondément sociale. Les guildes, les clans, les équipes, ces structures répondent à un besoin humain fondamental, celui d'appartenance. Elles créent des liens, parfois très forts, basés sur la coopération, la confiance et des objectifs partagés. La communication, qu'elle soit écrite ou vocale, occupe une place primordiale et permet de tisser des relations avec des personnes du monde entier. Mais c'est là que réside un paradoxe crucial. Ces amitiés numériques, bien que réelles, peuvent parfois se construire au détriment des relations physiques. Le temps passé à entretenir ces liens en ligne est du temps qui n'est pas consacré à la famille ou aux amis hors ligne. Le jeu peut alors devenir une échappatoire à la complexité des interactions réelles, favorisant un repli sur soi où la communication se fait principalement via un casque et un micro. Ce paradoxe est plus profond qu'un simple arbitrage temporel. Les communautés de jeux en ligne sont souvent construites sur ce que les sociologues appellent des liens faibles, des relations basées sur un intérêt commun et spécifique plutôt que sur une connexion personnelle profonde et multidimensionnelle. L'illusion d'une vie sociale riche, fournie par des centaines de ces liens faibles, peut masquer un déficit de liens forts avec la famille et les amis proches. Cela crée un cycle auto-entretenu. À mesure que les compétences sociales dans le monde réel s'atrophient par manque de pratique, le joueur trouve plus facile et plus gratifiant de s'engager avec sa communauté en ligne. Cela affaiblit davantage ses liens dans le monde réel et augmente sa dépendance au jeu pour la validation sociale. De plus, les jeux massivement multijoueurs sont souvent des mondes persistants, qui continuent d'évoluer même en l'absence du joueur. Cette caractéristique, combinée à la dynamique de groupe, transforme l'interaction sociale d'une activité humaine spontanée en une tâche programmée et dépendante du jeu. Pour rester un membre pertinent de la guilde, pour ne pas prendre de retard, il faut jouer. Le joueur ne joue plus seulement pour être avec ses amis, il doit jouer pour conserver son statut et ses connexions au sein de cette structure sociale. C'est un puissant mécanisme de rétention ancré dans l'anxiété sociale. Si la boucle de récompense est le moteur, certains mécanismes sont du carburant à haut indice d'octane. Prenez les lootbox, ces coffres à butin ou pochettes surprises virtuelles que l'on peut souvent acheter avec de l'argent réel. Leur efficacité redoutable repose sur un principe psychologique bien connu, le programme de renforcement à ratio variable. En clair, la récompense est imprévisible. Vous ne savez jamais si le prochain coffre contiendra l'objet légendaire ou un simple gadget. C'est exactement le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. L'incertitude ne diminue pas notre engagement, au contraire, elle le maximise. Le cerveau est inondé de dopamine, non pas lorsque l'on gagne, mais dans l'anticipation de la victoire possible. Les développeurs utilisent des techniques pour amplifier cet effet. La rareté contrôlée de certains objets, des animations visuelles et sonores spectaculaires lors de l'ouverture, et même l'affichage de presque gains pour vous faire croire que vous étiez à 2 doigts du jackpot, ce qui alimente l'envie de réessayer. Ces systèmes, en brouillant la frontière entre jeux vidéo et jeux de hasard, peuvent créer une passerelle psychologique vers des comportements de jeux problématiques, avec des conséquences parfois dramatiques, notamment chez les adolescents. Pour mieux comprendre la puissance de ce mécanisme, il est utile de le comparer à d'autres systèmes de récompense que l'on trouve dans les jeux. En psychologie comportementale, on distingue plusieurs programmes de renforcement. Le plus simple est le renforcement continu, où chaque action est récompensée, comme obtenir de l'expérience à chaque fois qu'on tue un ennemi. C'est efficace pour un apprentissage rapide, mais mène vite à la lassitude. Viennent ensuite les programmes fixes. Le ratio fixe récompense après un nombre défini d'actions, par exemple monter de niveau après 10 000 XP, ce qui génère un taux de réponse élevé, mais avec une pause après la récompense. L'intervalle fixe, lui, récompense après un temps défini.
comme les bonus de connexion quotidiens, ce qui provoque une activité accrue juste avant l'échéance. Mais le programme le plus puissant est de loin le ratio variable. En offrant une récompense après un nombre imprévisible d'actions, comme l'obtention d'un objet rare en ouvrant une lootbox, il crée un taux de réponse très élevé, stable et extrêmement résistant à l'extinction. C'est le plus addictif de tous les programmes, car l'imprévisibilité maintient le cerveau dans un état d'anticipation constant. Enfin, l'intervalle variable, qui récompense après un temps imprévisible, comme l'apparition d'un événement mondial aléatoire, produit un taux de réponse stable mais plus modéré. Vous connaissez cette sensation ? Vous commencez à jouer et soudain, 3 heures ont disparu. Ce n'est pas de la magie, c'est un état psychologique appelé le flow, ou l'expérience optimale, théorisé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Le flow est un état d'immersion totale où vous êtes si concentré sur une tâche que tout le reste s'efface. La conscience de soi, les soucis et surtout la perception du temps. C'est un état de conscience optimale où l'on se sent au contrôle absolu et serein. Pour l'atteindre, 3 conditions doivent être réunies. Des objectifs clairs et une progression visible, un feedback immédiat sur ses actions et un équilibre parfait entre le défi proposé et vos compétences perçues. Les jeux vidéo sont de véritables machines à générer du flow. La difficulté s'ajuste, les objectifs sont constants et chaque action a une conséquence visible et immédiate. Vous savez toujours quoi faire et comment vous vous en sortez, ce qui vous maintient dans cette zone d'engagement optimale. Le danger du flow induit par le jeu n'est pas l'état lui-même qui est intrinsèquement gratifiant, mais son accessibilité. Les jeux offrent un chemin hautement optimisé et à faible friction pour atteindre cet état. Cela rend l'effort requis pour atteindre le flow dans des activités du monde réel, comme apprendre un instrument, maîtriser un sport ou s'engager dans un travail intellectuel profond, comparativement ardu et moins attrayant. Le cerveau peut développer une préférence pour la source de flow la moins chère sur le plan de l'effort, qui est souvent le jeu. Cela peut conduire à une forme d'apathie envers des activités réelles plus exigeantes. On abandonne une compétence dans le monde réel avant même d'atteindre le stade gratifiant du flow, car le jeu offre une alternative beaucoup plus efficace et fiable pour ressentir ce sentiment de maîtrise et d'immersion. Pour beaucoup, le jeu est une soupape de décompression, un moyen de gérer le stress et l'anxiété de la vie quotidienne. En s'immergeant totalement dans l'activité, on cherche avant tout à éviter des affects négatifs comme l'anxiété et la dépression. Le focus intense requis par le gameplay permet de mettre en pause les pensées anxieuses et les ruminations. Le jeu peut fonctionner comme un régulateur d'humeur, une béquille psychique pour oublier les problèmes de la vraie vie. C'est une stratégie d'adaptation qui peut être efficace à court terme. Des études ont montré que certains jeux, comme Tetris, peuvent même aider à réduire les symptômes de stress aigu après un événement traumatique. Cependant, lorsque cette stratégie devient la seule ou la principale, elle se transforme en évitement. Le jeu ne résout pas les problèmes sous-jacents, il offre un sursis temporaire. Les problèmes s'accumulent dans la réalité pendant que le joueur se réfugie dans le virtuel. Pire encore, pour les individus très stressés, le jeu peut parfois amplifier la souffrance plutôt que la soulager. La pression de la performance, la frustration d'une défaite ou la culpabilité de négliger ses responsabilités peuvent ajouter une couche de stress supplémentaire, créant un cercle vicieux où le jeu devient à la fois la cause et le remède perçu du mal-être. Les jeux modernes sont conçus pour créer des habitudes. Chaque son, chaque notification, chaque barre de progression qui se remplit est un micro-renforçateur. Ces signaux subtils nous conditionnent, comme le chien de Pavlov, à associer le jeu à une satisfaction immédiate. C'est une forme de conditionnement opérant, où un comportement, joué, est renforcé par des conséquences positives, récompenses, ce qui augmente la probabilité que le comportement se répète. Les développeurs sont des architectes de l'engagement utilisant ces principes pour encourager des sessions de jeu toujours plus longues et plus fréquentes. L'un des leviers psychologiques les plus puissants du jeu moderne est le FOMO, la peur de passer à côté, Fear of Missing Out. Ce phénomène, amplifié par les réseaux sociaux, est expertement exploité par les concepteurs de jeux. Les bonus de connexion quotidiens, les événements à durée limitée, les saisons avec des récompenses exclusives, les classements compétitifs, tout est fait pour que vous sentiez que chaque jour non joué est une perte irrattrapable.
Le FOMO transforme le jeu d'un loisir, une activité que l'on choisit de faire, en une obligation, une corvée que l'on a peur de ne pas faire. Il ne s'agit plus seulement de s'amuser, mais de ne pas prendre de retard sur ses amis ou sur la communauté. Cette pression sociale et cette anxiété vous ramènent au jeu non par pure envie, mais par peur de l'exclusion ou de manquer une opportunité unique. Dans les jeux compétitifs, avec des systèmes de classement, les joueurs, s'ils ne s'engagent pas constamment, eux et leur équipe pourraient subir des pertes, ce qui renforce encore ce sentiment d'urgence. Le jeu devient un travail non rémunéré, une source de stress qu'il est censé soulager. Comme pour toute stimulation intense et répétée, le cerveau s'adapte. C'est le phénomène de tolérance, un critère clé dans le diagnostic des addictions. Les petites victoires et les récompenses du début ne suffisent plus à procurer le même niveau d'excitation. Pour atteindre le même niveau de satisfaction, il faut des sessions de jeu plus longues, des défis plus intenses, des récompenses plus rares. C'est l'escalade. Le temps de jeu augmente progressivement, non pas par choix, mais par besoin pour combler un manque qui s'installe. Ce qui commençait par 1 heure ou 2 après le travail se transforme en nuit entière. La poursuite de l'excitation initiale pousse le joueur à augmenter constamment la dose de jeu, un schéma comportemental classique observé dans les troubles liés à l'usage de substances et les autres addictions comportementales. Alors, quand la passion devient-elle un problème ? Les signes sont souvent concrets et observables dans la vie de tous les jours. Le premier indicateur est la négligence des responsabilités essentielles. Les études sont délaissées, les performances au travail chutent, les tâches ménagères et familiales sont ignorées. Le sommeil est fréquemment la première victime. Les joueurs ont tendance à écourter leur temps de repos pour prolonger leurs sessions, ce qui entraîne une fatigue chronique, une baisse de la vigilance et de l'attention. L'hygiène personnelle et l'alimentation peuvent également se dégrader. Les repas sont sautés ou remplacés par une alimentation déséquilibrée et l'hygiène corporelle est délaissée. Enfin, les relations sociales hors ligne s'appauvrissent. Le joueur s'isole, les conflits familiaux augmentent et les amitiés non liées au jeu se distendent. Le jeu n'est plus une partie de la vie, il devient la vie. L'un des indicateurs les plus clairs d'une dépendance est la réaction à l'impossibilité de jouer. Si l'absence de jeu provoque une irritabilité marquée, de l'anxiété, une tristesse, une agitation ou une colère disproportionnée, on parle alors de symptômes de sevrage psychologique. Le manque se manifeste par une détresse psychologique importante. Le jeu n'est plus une source de plaisir, mais un moyen nécessaire pour éviter un état de mal-être. La personne ne joue plus pour se sentir bien, mais pour ne pas se sentir mal. Face à ces conséquences négatives évidentes, la personne peut développer des distorsions cognitives pour protéger son comportement. Elle rationalise sa pratique excessive, ce n'est qu'un jeu, j'ai besoin de me détendre, minimise l'ampleur des problèmes ou ment à son entourage sur le temps réel passé à jouer. Le critère le plus parlant est la poursuite du comportement malgré la conscience des effets néfastes. La personne sait que le jeu nuit à sa santé, à ses relations ou à sa carrière, mais elle est incapable de s'arrêter. Ce n'est plus une simple opinion. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu le trouble du jeu vidéo, Gaming Disorder, dans sa 11e révision de la classification internationale des maladies, la CIM-11. Cette reconnaissance permet d'unifier le diagnostic au niveau international et de souligner qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique. Le diagnostic repose sur un modèle de comportement persistant ou récurrent, généralement observé sur une période d'au moins 12 mois et caractérisé par 3 critères principaux. 1. Une perte de contrôle sur le jeu, concernant le début, la fréquence, l'intensité, la durée, la fin et le contexte de la pratique. 2. Une priorité accrue accordée au jeu, au point qu'il supplante les autres centres d'intérêt et activités quotidiennes. 3. La poursuite ou l'escalade du jeu, malgré l'apparition de conséquences négatives, manifestes et significatives dans les domaines personnel, familial, social, éducatif ou professionnel. Reprendre le contrôle est possible, mais cela demande des stratégies actives. La première étape est l'autorégulation, c'est-à-dire la capacité à gérer ses propres émotions, pensées et comportements pour atteindre ses objectifs. Cela passe par des actions concrètes, fixer des limites de temps claires avant de commencer à jouer et s'y tenir à l'aide d'alarmes, planifier des jours sans jeu dans la semaine pour diversifier les activités, aménager son environnement peut aussi être très efficace. Sortir la console ou l'ordinateur de la chambre pour protéger le sommeil, désactiver les notifications de jeux sur son téléphone ou encore rendre l'accès aux jeux moins immédiat. Il s'agit de mettre en place des barrières physiques et numériques,
pour éviter de solliciter constamment sa volonté, qui est une ressource limitée. Mais les règles seules ne suffisent pas si l'on ne s'attaque pas à la racine du problème. Il est crucial de comprendre pourquoi on joue de manière excessive. Il faut se poser la question, quel besoin fondamental le jeu comble-t-il ? Est-ce un besoin d'accomplissement et de progression que l'on ne trouve pas dans ses études ou son travail ? Est-ce un besoin de connexion sociale pour lutter contre la solitude ? Un besoin de contrôle dans une vie qui semble chaotique ? Ou une simple évasion face à une réalité douloureuse ? En identifiant ce besoin sous-jacent, on peut commencer à chercher des alternatives plus saines et plus durables pour le satisfaire dans la vie réelle. Si le besoin est l'accomplissement, on peut se lancer dans un nouveau hobby, un projet créatif ou un sport. Si c'est la connexion sociale, on peut rejoindre un club, faire du bénévolat ou simplement prendre l'initiative de passer plus de temps avec ses proches. L'objectif n'est pas seulement de retirer le jeu, mais de le remplacer par des activités qui nourrissent les mêmes besoins psychologiques de manière équilibrée. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Briser l'isolement est une étape fondamentale. Parler à ses proches, à des amis de confiance, peut être un premier pas libérateur et permettre de prendre du recul sur sa situation. L'entourage peut jouer un rôle clé en offrant du soutien et en aidant à mettre en place un environnement plus sain. Pour les cas plus sérieux, où la perte de contrôle est avérée, des professionnels sont là pour accompagner. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, ont notamment montré leur efficacité pour traiter ce trouble. Elles aident le patient à identifier les pensées automatiques et les distorsions cognitives qui maintiennent le comportement de jeu et à développer des stratégies pour les modifier et adopter des comportements plus adaptés. Des ressources spécialisées existent et sont accessibles. En France, des services comme Joueur Info Service offrent une ligne d'écoute anonyme et confidentielle. Au Québec, la ligne Aide-Jeu remplit une fonction similaire. Des portails comme Addict Aid centralisent l'information, proposent des outils d'auto-évaluation et orientent vers des structures de soins adaptées, comme les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, CSAPA. Le plus important est de comprendre que l'on n'est pas seul et que des solutions existent. La psychologie des jeux vidéo est un miroir fascinant de nos propres désirs, le besoin de progresser, d'être connecté, de se sentir compétent. Les concepteurs de jeux ne sont pas des ennemis, mais des architectes de l'engagement extrêmement doués qui maîtrisent les ressorts de la motivation humaine. L'objectif n'est pas de diaboliser ce média qui apporte tant de joie, d'évasion et de liens à des millions de personnes. L'objectif est de développer une conscience critique, de comprendre les mécanismes à l'œuvre pour ne plus les subir, mais les maîtriser, de savoir quand le jeu nous enrichit et quand il commence à nous coûter. Car au final, la plus grande quête n'est pas de finir le jeu, mais de s'assurer que le jeu ne nous finisse pas.